l'écrivain du dedans, l'écrivain, quelqu'un qui a écrit depuis la prison, où il a passé plus d'un quart de siècle, et où il a rédigé la plupart de ses textes. Au premier titre desquels, Je et les matins, qui est le premier livre qu'il a édité, qui a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça aux éditions Agone, mais qui a d'abord été publié chez De Noël en 2002, je pense, et 2001, pardon. Ce livre, lorsqu'il est sorti, il avait été préfacé par Martin Winkler, qui est un petit peu connu pour avoir publié notamment La maladie de Sartre, qui est un Toumi. Et il avait écrit une préface assez jolie sur ce livre qu'il avait beaucoup aimé. Je vais simplement lire 2-3 lignes. Le livre que vous allez lire est un beau livre d'écrivain, révolté, obstiné, rédigé en vers et contre tout ce qui se ligue contre l'écriture. C'est le puzzle d'une vie recomposée dans le noir. Par la littérature, l'écrivain Jean-Marc Rouillant cherche à abattre les murs que chacun édifie dans sa tête, ces murs qui empêchent de penser à l'intérieur et à l'extérieur des prisons. Et il terminait sa préface en signalant « Lorsqu'elle dit la vérité, la littérature est toujours révolutionnaire ». Alors, Jean-Marc, de quelle vérité ce livre parle-t-il? En tous les cas, quelle vérité ressort-il de ce livre au sujet de la prison? Et qu'a représenté pour toi l'acte d'écrire en prison? D'abord, j'ai écrit par hasard. C'est un hasard, c'est une commande d'un écrivain de polar qui m'a dit « Écris une nouvelle, on cherche des gens qui n'ont jamais écrit et on va faire un livre avec quelques nouvelles. » Donc j'ai écrit les 2 premiers chapitres de ce livre et j'étais bibliothécaire à la centrale de sécurité de Lannemezan. Et il y avait une intervenante qui était de la bibliothèque de près départementale. Donc je lui ai dit, regarde ce que j'ai écrit. Et elle me dit, 15 jours après, elle revient, me dit, c'est très bien, continue, écris tout ce que tu peux. L'écriture, pour moi, c'est dans le sens de l'écriture prolétarienne, ce que l'école de l'écriture prolétarienne des années 20, que ce soit en URSS ou que ce soit en France, avec Poulaille et toute l'école de cette littérature, on écrit pour témoigner. On écrit pour témoigner d'une situation d'oppression ou d'exploitation. Et je ne me vois pas écrire sur les fleurs bleues, la poésie, même l'amour. Je crois qu'il faut être dans le témoignage. Et moi, je vivais une situation d'oppression. Et je ne voulais pas témoigner pour moi, me concernant. J'ai fait ci, oh, je suis à plaindre, non, je voulais témoigner de l'oppression et de cette machine à terreur qu'est la prison, à terroriser les gens pour... avant, c'était pour qu'ils aillent à l'usine, maintenant, c'est pour qu'ils acceptent le Pôle emploi. Donc, pour les classes les plus humbles de ce pays et des autres pays, la prison est un instrument de terreur. Donc elle doit rester un instrument de terreur. C'est pour ça que je ne crois pas aux gens qui veulent humaniser les prisons. La prison a été et est et sera, tant qu'elle durera, une torture. Donc moi je ne suis pas pour aménager la torture, donner de l'aspirine à des gens qu'on martyrise. Donc je suis un abolitionniste. Ferme. Je crois qu'il faut en finir avec la torture des prisons. Pour nos ennemis, pour les pires crimes aussi. Donc il faut trouver d'autres situations. Et il existe d'autres situations. Il existe d'autres possibilités, comme toutes les alternatives à la détention. Maintenant, j'ai vécu 1 an sous bracelet. Peut-être on y reviendra quand on parlera de ces livres. 1 an sous bracelet, donc ils sont capables de libérer immédiatement 80% des gens qui sont emprisonnés. En les surveillant chez eux, déjà ils se posent la question, s'il n'y avait pas ces idées réactionnaires que foutre 10 000 personnes de plus en prison, ça fait gagner 10% de voix, s'il n'y avait pas ces conneries réactionnaires dont on va voir
le feu d'artifice ce soir et le prochain tour, dans l'opportunisme et la magouille, il est clair que la bourgeoisie, vu le prix que coûte un prisonnier, elle passerait à autre chose très rapidement. Aujourd'hui, ce n'est qu'un problème de paraître plus réactionnaire que le candidat à côté. Donc, et c'est pour ça qu'on parle tout de suite, il y a une campagne électorale, on va construire 5 000, 10 000 nouvelles places de prison. Ça fait des voix. Mais c'est pas, le système repose toujours sur la torture. Et à plus ou moins long terme, la prison a disparu, va disparaître, comme a disparu les galères. Il faut savoir que énormément de prisonniers meurent en prison. C'est pas, vous regardez les statistiques de la pénitentiaire, c'est 120 suicidés, 120 morts naturelles. Ça reste bloqué, je sais pas, ça fait 20 ans, c'est bloqué toujours au même niveau. Pourquoi? Parce que moi j'ai un témoignage, j'en ai parlé dans un livre, je ne sais pas lequel. J'ai fait une longue grève de la faim au moment de l'épidémie vraiment terrible qui a touché la prison, qui était le sida. Et j'étais placé au-dessus de la porte d'entrée. Donc je voyais monter les cadavres dans les ambulances. On les montait dans les ambulances. Alors que transporter des cadavres dans des ambulances, c'est un délit. Et pourquoi on les transportait dans les ambulances? Parce que tous ces détenus étaient morts pendant leur transport à l'hôpital. D'étouffement, puisqu'ils étaient dans les sacs plastiques et les sacs, détails horribles. Vous voulez des détails horribles? Non. Moi, je ne comprenais pas pourquoi on écrivait au blanco dessus un D, un C et un D. En fait, c'était décédé. On montait dans des ambulances des sacs à viande de personnes décédées. Voilà. C'est tous les petits junkies, il y a eu toute une génération de tolards qui est morte en prison. Et cette année-là, le chiffre est resté 120 morts naturelles. Voilà. Et on le savait par l'aumônerie. On savait combien il mourait 2 à 3 personnes par nuit à l'hôpital de Fresnes. Et ça durait des mois. Il faut voir le ravage de la prison. Même les pendus, quand on les décroche, on les monte dans des ambulances. Donc le chiffre des suicidés aussi ne progresse pas. Oui, il progresse, mais toujours à l'extérieur. Parce que dès que vous sortez de la prison, dans Joël et Matin, je l'explique, les mourants, dans l'ambulance, il vient le greffier avec pour prendre les empreintes et il met sur la carte de prisonnier. Ça veut dire sortie de prison. Donc il n'apparaît dans aucun chiffre. Voilà. Il est mort dehors, à l'extérieur. Voilà. Oui, ça je l'ai raconté dans Joël et Matin. Parce qu'il faut toujours raconter ce qu'on voit. C'est une telle situation de destruction, de déshumanisation. Aussi, tu me demandes pourquoi j'écris. Je crois que j'ai écrit parce que je ne voulais pas terminer déshumanisé. Bon, le procureur cette semaine m'a dit que j'étais une personne inhumaine. C'est d'une race hominidée, peut-être anti-humanité, ouais. Telle qu'elle est actuellement, oui, sans doute. Mais c'est pour ne pas perdre mon humanité que j'écris. En témoignant des ravages de la prison, au tout début, dans ce livre, je crois que je me préservais moi-même de ces ravages. C'est un livre qui s'inscrit dans la grande tradition des récits issus de l'univers carcéral. Et pourtant, on a l'impression qu'en France, des récits de l'intérieur, de la part de prisonniers en tous les cas, il n'y en a pas eu tant que ça. On pourrait citer La prison à la révolte de Serge Librozet, c'est le sacré bouquin, quelques passages de Fracture d'une vie de Charlie Bauer. Tu as croisé d'autres personnes en prison qui avaient la tentation d'écrire et qui ont pu porter cette voix de l'intérieur vers le dehors. Oui, Philippe Maurice, qui a témoigné de
de sa situation de condamné à mort, du quartier des condamnés à mort. Philippe Maurice était un petit jeune dans les années 70, il s'est trouvé mêlé à une fusillade où 2 policiers ont été tués. Et du coup, il a été condamné à mort. Il était dans le couloir des condamnés de la mort en 81, quand Mitterrand est passé et a gracié tout ce couloir, dont Maupetit, je me souviens, bon, des gens qu'après j'ai croisés dans les centrales de sécurité. Mais oui, il y a beaucoup de prisonniers. Le témoignage de Philippe Maurice est intéressant parce que Philippe Maurice aujourd'hui est un docteur en histoire et un des plus grands spécialistes de Louis VI le Gros, celui dont on entend parler dans les visiteurs. Et c'est un, je ne sais pas même s'il passe un des rares à pouvoir lire les manuscrits de l'époque. Et il explique dans ce livre, parce que la pénitentiaire aujourd'hui dit regardez ce qu'on fait d'un condamné à mort. Et dans ce livre, il explique toutes les formes de sabotage de ces études qu'a pu produire la pénitentiaire. Elle ne fait pas de cadeau, la prison. Et les gens, quand ils écrivent sur la prison, les autres détenus, ce que je ne voulais pas faire du tout, je ne voulais pas parler de moi dans le livre. Ça, c'est important, parce que chaque fois, les détenus, quand ils écrivent, ils prennent leur histoire. Moi, je voulais la généralité, c'est-à-dire, j'ai attendu d'écrire aussi ce témoignage, parce que pendant 7 ans, j'étais enfermé en quartier d'isolement, donc j'étais en cellule tout seul, et pour moi, la prison n'était que cet espace, c'est 9 mètres carrés, pour moi tout seul, je sortais, j'allais dans une cour de promenade, j'étais tout seul, donc c'était pas la prison, c'était ma prison. Mais comment expliquer les quartiers d'isolement, les QHS et tous ces quartiers spécialisés où on essaie d'activer toutes les méthodes d'humiliation et de destruction. J'ai commencé à écrire ce livre après mon transfert à la centrale disciplinaire alors, de Lannemezan dans les Pyrénées, Hautes-Pyrénées, pas très loin d'ici finalement. Donc, parce que j'avais un regard, en même temps, avec toutes ces années d'isolement, j'ai un regard très extérieur à la situation générale de la prison. Il faut dire que quand je suis arrivé dans cette prison-là, à Lannemezan, j'avais perdu l'usage de la parole. Je ne savais pas circuler dans l'espace. Et progressivement, grâce aux autres prisonniers, j'ai pu réapprendre à parler et aussi à penser, à mettre en rapport le parler avec l'idée qu'on veut exprimer. C'était plutôt compliqué de parler par rapport à une idée que je voulais exprimer, de dire les 3 premiers mots et les 3 derniers. Donc les autres prisonniers avaient du mal à me suivre. En tous les cas, après ce témoignage, un récit vécu autour de ton expérience carcérale, tu vas ensuite publier 2 romans. Le roman du Gluck, qui paraîtra en 2003 à l'Esprit Frappeur, ainsi que La part des loups, qui paraîtra 2 ans après aux éditions Agon. Ce sont 2 romans historiques. L'histoire, le roman sans doute comme une manière de marquer ton attachement personnel, l'histoire individuelle comme inscrite dans une histoire collective de lutte. Tu fais des fois référence à la Commune, mais surtout à la guerre d'Espagne et à la résistance. La résistance que l'on va retrouver comme étant centrale dans le roman du Gluck, qui se passe à Belleville, à Paris, et puis surtout la guerre d'Espagne, encore la résistance, et puis le maquis post-guerre en Espagne, dans La part des loups. Est-ce que le roman, par exemple, a été pour toi une manière de signaler une espèce de filiation historique et politique, un engagement dans lequel tu te reconnais ou dans lequel tu t'identifies, celui notamment autour de la résistance et de la guerre d'Espagne? Oui, c'est toujours une affaire de témoignage de la génération qui nous a précédés.
pendant des années, j'ai côtoyé les réfugiés espagnols, catalans, basques. Et comme j'étais depuis 68 très proche de la Fédération anarchiste ibérique, la FAI, j'ai recueilli dans les discussions comme ça au cours des repas énormément d'anecdotes des groupes d'action de la FAI avant la Révolution, des maquis en France, des maquis à nouveau en Espagne. Et donc je voulais absolument que, comme je n'ai pas trouvé de livre qui me satisfasse sur cette période, sur cette génération qui a commencé à la fin des années 20 et qui a fait une révolution, qui a perdu une guerre civile, qui s'est retrouvé dans la résistance ici, qui a été en camp, souvent dans les camps allemands, qui a été ceux qui ont survécu, qui ont été libérés, qui sont repassés en Espagne, de l'autre côté de la frontière pour se battre, et qui se sont battus parfois, comme pour un des personnages qui m'a beaucoup inspiré pour ce livre, c'est Ramonville à Capdeville, qu'on appelait Caracrimada, qui venait de Fígols, au-dessus de Berga, et qui a été tué lors de sa dernière opération en août, le 9 août 63, près de Balcerani. Tout le monde a oublié que c'était un anarchiste espagnol et qu'il est mort dans la résistance près de 20 ans plus tard. Comme quoi, les héros aussi connaissent les frontières. Pourquoi le capitaine Raymond est connu? Parce qu'avec son adjoint, membre de la police politique russe, comme quoi les alliances parfois, et c'est eux qui ont fait sauter le train qui a entraîné le massacre d'Oradour-sur-Glane, plus tard. Donc dans l'histoire, le capitaine Raymond, c'est je ne sais pas combien, 100 opérations de résistance dans le Limousin, aux côtés de Guingouin. Voilà. Il est mort seul dans la montagne. Il est mort seul dans la montagne, il faisait des attentats tout seul. Plus de 20 ans après la fin officielle de la guerre d'Espagne. Voilà. Il est mort de sa belle mort? Non, il a été tué par la garde civile une nuit. Ah. La première chose d'ailleurs que j'ai fait quand j'ai eu le droit de revenir en Catalogne, c'est d'aller faire ce parcours de sa maison natale à l'endroit où il a été tué. C'est en pleine montagne, voilà. Devant une ferme qui était à moitié détruite parce que en 1945, la garde civile avait tué 4 maquis dans cette maison et avait fusillé les propriétaires. C'est aussi ce que raconte La part des loups. Bon, on sent évidemment, au-delà de la part fictionnelle, l'attachement viscéral à l'histoire et à cette histoire-là. Parcourir le livre montre aussi à quel point tu as dû parcourir, toi, ces forêts, ces vallées, ces bois et traverser, souvent de nuit, ces frontières-là. Cette inscription, à travers cette histoire-là, on va également la ressentir très très clairement en parcourant ton livre de mémoire. Les 3 livres de mémoire s'attachent à tes engagements de jeunesse. Ils paraîtront chez Agone dans le courant des années 2000. Alors, de mémoire 1, Oui, c'est à dire, c'est autobiographique, mais ce n'est pas des autobiographies. Je me suis attaché à raconter l'histoire d'un groupe de jeunes lycéens qui ont été emportés par mai 68 et qui ne se sont pas quittés et qui ont fait le parcours ensemble, passer à Barcelone, d'abord se battre à Toulouse, puis passer à Barcelone du temps du franquisme. Le numéro 2, c'est la dernière journée du MIL, le mouvement ibérique de libération auquel j'appartenais, à Barcelone, le jour où Salvador Puig-Antich a été arrêté. Il sera le dernier condamné à mort à être garrotté. Et j'avais tenu à raconter ce qui s'était passé cette journée-là, parce qu'il y avait une version tout à fait officielle et tout à fait réécrite après les événements.
après la mort de Franco, et qui était totalement fausse. Donc, et puis ça restait une tragédie dans ma vie. Donc j'avais pris une journée, c'est la tragédie grecque, et je crois que ça correspondait bien à cet épisode. Chaque fois que j'écris, de toute façon, je suis obligé de me mettre un challenge, parce que même en prison, j'allais dire s'arracher les tripes pour les mettre sur du papier, c'est une épreuve extrêmement difficile, pénible, harassante. Donc j'ai toujours des challenges. Par exemple, La part des loups, j'avais choisi de l'écrire avec un style des romanceros antifranquistes de l'après-guerre, c'est-à-dire c'est une forme d'écriture tout à fait particulière, très poétique, et où l'espace prend un peu la Giono, où l'espace s'attribue un rôle de plus en plus important dans le récit, dans le déroulé du récit. Et dans La part des loups, il est évident que les Pyrénées commencent surtout le Canigou qui est derrière, avoir un rôle comme colline de Giono, les collines de Giono. Le paysage qui avance pendant la nuit. Et donc, au cours du récit, les Pyrénées avancent et elles mangent l'espace autour du personnage. Il se retrouve seul. Dans les livres de mémoire, évidemment, on sort de la fiction telle historique pour se retrouver donc dans le témoignage de vie, les débuts d'une trajectoire politique mouvementée. On se retrouve avec le premier volume, en automne 1970 à Toulouse. Il y a une description de l'atmosphère assez incroyable qui régnait dans les rues toulousaines cet automne-là. Et qui a bien changé. Et à cette époque-là, et qui a effectivement bien changé. Non, parce que ça, c'est important de faire le témoignage dans ce cas-là. Le témoignage, c'est dire non, on n'a pas été toujours dans cette merde. Quand on s'est mis à se battre tous, sans trop de sectarisme, l'espace a changé. Aujourd'hui, la moindre résistance, vous êtes... vous faites la une, là on faisait une action quasiment par jour et ça faisait 2 lignes sur le journal. Hein, c'est pas, on était, notre groupe, là, ce groupe qui était en grosse partie composé de fils et de filles de l'immigration espagnole, républicaine, c'était un groupe parmi d'autres. Ce groupe a eu la chose exceptionnelle, c'est elle a décidé de prendre les armes arrivé un moment, sous l'influence des Espagnols, des Rouges, bon, parce que si les Espagnols, bon, les Catalans, et bon, on ne va pas rentrer. Je viens de Catalogne, et je viens de Catalogne Sud, et on est à la Saint-Jordi, je ne vais pas me mettre les camarades de la coupe. Donc c'était c'est une autre ambiance, et il fallait témoigner de ça. Je pense qu'on a complètement oublié de ce que pouvait être effectivement l'atmosphère dans les rues de Toulouse, ou en tous les cas politique au début des années 70. Donc, je crois que la grande vertu de ce livre est de nous rappeler que le rapport de force et la manière de l'exprimer a été tout autre il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, 30, 40 ans. Et puis également de resituer ta trajectoire, une fois de plus, dans un parcours historique. Vous n'êtes pas arrivé de nulle part, comme vous avez décrit comme des extraterrestres politiques quelques années plus tard. Je voudrais simplement, par rapport à la manière dont ce livre a été écrit, en prologue ou en avant-propos, tu dis « Je veux écrire au brouillon de nos impatiences d'alors, d'un seul trait, comme on trace le sillon vers un horizon qu'on n'atteindra jamais et qui chaque jour s'éloigne un peu plus. Je me fous des anciennes coupures de presse. Je ne quitterai pas le fil de mon unique mémoire. Sans doute me tromperai-je plus d'une fois, mais qu'importe. Le principal est ce que j'ai gardé de cette histoire dont je suis aujourd'hui, bien malgré moi, le dépositaire exclusif. » Alors,
Quelle est-elle, cette histoire dont tu dis être le dépositeur exclusif dans cet avant-propos? D'abord, c'est le problème. Je ne fais pas d'œuvre d'histoire. Là, dans ce livre, je retrace des épisodes historiques. J'ai dû travailler avec des carnets de soldats, de révolutionnaires, par exemple l'ancienne colonne Dorothy et la 26e division. J'avais la chance de connaître le fils du général Mera. Donc j'ai eu ces carnets de route et donc j'ai cité les endroits où ils étaient, etc. etc. Mais là, dans cette biographie de ce groupe de lycéens, je pensais que étudier l'histoire précisément à partir des dossiers judiciaires, parce que là au moins elle est écrite, souvent d'une façon falsifiée, mais elle est écrite, mais au moins il y a les dates. Et je voulais témoigner de l'ambiance, et puis même si je me trompais, ce matin je me suis réveillé dans une petite maison à la Floreste, dans le quartier de Barcelone, chez un camarade qui a écrit un livre sur les groupes autonomes, en catalan et en castillan. Et pour le tome 3, il a vu qu'il y avait des erreurs de succession d'événements. Lui, il a étudié dans les journaux et partout, et il a dit « Ah non, mais là, tu t'es trompé. » Oui, c'est sûr, je me suis trompé de nombreuses fois dans ces livres. Mais ce n'est pas l'importance. L'important, c'est montrer la fidélité de ce groupe qui était vraiment... On avait 16 ans, pour la majorité d'entre nous. On avait 16 ans. Pour la plupart, avant, on se passionnait pour la musique anglaise, du début des années 60. Certains jouaient dans des groupes vraiment... jouer, c'est déjà un grand mot. On faisait du rock'n'roll. Et notre génération est venue par le rock'n'roll, en fait. Et nous sommes une génération qui a pris les armes après avoir lu beaucoup de livres de la Beat Generation, regarder des films italiens, lire, écouter de la musique, oui, c'était notre vie, on écoutait la musique avant de lire Marx ou Bakounine, tous ces trucs-là. Et un jour de mai, on s'est dit, on va aller aux manifestations comme tout le monde, et puis on s'est trouvé bien là, dans cette ambiance. Et puis, il y a toujours une image, mais ça s'est terminé en juin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pas vrai du tout. C'est-à-dire que les mobilisations de juin, grâce au mouvement ouvrier qui s'est mis en grève, parce que si ça avait été qu'une histoire d'étudiants, il y a longtemps qu'on n'en parlerait plus. Du moins, comme Benedict continuerait à en parler, mais bon, c'est pas très intéressant. Mais notre insurrection s'est prolongée à peu près jusqu'en 73. Je parle pour nous autres, ici dans ce pays. 73, ça a été la dernière défaite de notre mai 68. Et à Toulouse, le moment le plus crucial de cette période, ça a été en fait l'automne 70. Par exemple, à Saint-Étienne, c'est le printemps 73, avec des grèves à Peugeot, avec de nombreux incidents. Et à Toulouse, non. Toulouse, c'était l'automne 70. Et nous, on a basculé, notre groupe a basculé dans la dérive. Effectivement, je revendique le terme de dérive parce que de la Beat Generation au situationniste, le terme de dérive nous convient parfaitement, c'est-à-dire sortir des rails, sortir des chemins obligatoires. Ben ouais, on est sorti des chemins obligatoires. Et à l'occasion du procès de Burgos, pour les plus anciens, vous vous souviendrez, toutes ces condamnations à mort de militants basques de l'autre côté de la frontière. Et nous, on s'est mis immédiatement à collaborer avec ETA. Il y en avait plusieurs, il en existait 4 ou 5 à l'époque. Et
tous les camarades, on s'est mis à travailler avec ETA Sexta Assemblea, qui était dirigé par des gens qui ont laissé une trace comme Argala. Et dans le passage à la lutte armée, tout le monde nous dit, mais quels ont été vos débats quand vous êtes passé à la lutte armée? Moi, je me souviens d'aucun débat. Bon, de toute façon, la prise d'armes de notre petit groupe, c'est un événement, on était très proche des Espagnols, et donc de la faille et des dissidents de Frente Libertario qui refusaient la dictature organisationnelle organisée par Federica Montseny, qui a été une sabotrice de la volonté d'engagement d'une partie du mouvement, d'abord dans la résistance, dans l'opération Reconquista ou dans des opérations d'unification du mouvement des maquis, qu'elle a préféré détourner une partie des guerrilleros anarchistes vers cette bataille de Bordeaux qui était une absolue connerie, d'aller réduire la poche de Bordeaux où s'étaient enfermés quelques milliers d'Allemands qui tenaient Bordeaux. Donc on a envoyé les anarchistes faire tuer là-bas, comme quoi, voilà, au lieu d'aller se battre contre Franco. Voilà. Donc beaucoup de gens sont en contact avec la Révolution par les livres, par des mots. Nous, on a connu des gens, j'ai mangé avec des gens, j'ai fréquenté des gens qui en avaient fait une. C'est qui la rendait tout à fait abordable quand un camarade nous expliquait il faut 2000 personnes pour prendre Barcelone. Il me disait il faut 2000 personnes pour prendre Barcelone. C'est très peu de gens. La faille pensait ça. Parce que s'il n'y avait pas eu de lutte armée de la faille, s'il n'y avait pas eu des dizaines d'insurrections ratées, des prises d'armes, comme à la révolution de Sayens en 1932, dont un des dirigeants était Raymond à ce moment-là, il n'y aurait pas eu la capacité, le mouvement n'aurait pas eu la capacité de prendre Barcelone. Donc, toujours une révolution se prépare. C'est pas en distribuant des tracts le soir, on va aller chercher un fusil pour rejoindre une barricade. C'est tout un processus historique, la préparation de la révolution. Et au moins les Espagnols savaient ça. Pourquoi par exemple, le 19 juillet, il y avait, on parle de 4 à 5 usines d'armement clandestines dans Barcelone. C'était des gens qui pensaient concrètement à la révolution. Et donc on avait une vraie confiance en eux. Vraie. Et donc un jour de l'automne 70, on a croisé, je ne sais pas si les gens connaissent Toulouse, près du marché Saint-Cernin, un dimanche, un vieil espagnol, un vieux maçon espagnol, sur sa mobilette, et il avait un paquet énorme entre les genoux, et donc il s'arrête, et puis il voulait nous le montrer, il ouvre comme ça, et on a vu le canon d'un fusil, et il a dit, maintenant je suis prêt. Donc nous on a continué, on l'a quitté, on a continué, on a dit, ça veut dire on est prêt et tout. Peut-être il va falloir qu'on commence à s'armer. Et c'est comme ça, mais vraiment qu'on a commencé à chercher des armes. C'est les grands débats théoriques sur la violence révolutionnaire, etc., ils sont venus bien plus tard. On avait déjà utilisé pas mal les armes avant qu'on ait ce grand débat. Parce que c'était normal dans l'affrontement à ce moment-là. Aujourd'hui, après notre défaite, après la défaite de toute cette génération qui s'est engagée dans la lutte armée au niveau européen, après la défaite, la grande défaite qu'a imposé le néolibéralisme au niveau mondial, il est clair que dès qu'il y a un révolutionnaire qui prend la parole, il dit « Ah mais moi je ne suis pas un terroriste, ah oui mais moi je veux, non pas la violence, non mais on va arriver par d'autres moyens. » Bon, il faudra qu'un jour on nous explique par d'autres moyens, souvent les moyens, parce que si on peut convaincre Rockefeller de laisser le pouvoir, alors là on va être un peu... La révolution n'est pas un dîner de gala, disait l'autre, n'est-ce pas? Voilà. Et
Et alors ce rapport, je dirais, viscéral à l'Espagne va te conduire avec d'autres à intervenir dans le courant de l'année 73, plus fréquemment de l'autre côté de la frontière, avec Salvador et d'autres. Et 70, 71. voilà. Et jusqu'à 73, et tu racontes dans le deuxième tome, Le deuil de l'innocence, un jour de septembre 73 à Barcelone, ce jour où Puig-Chantic est arrêté. De quelle innocence vas-tu faire le deuil et dans quelles circonstances? J'ai vu le film, hein, je me suis forcé à regarder le film Salvador, le premier long métrage en catalan. Et j'ai été un peu montrer l'exécution telle qu'elle se serait passée. Bon, c'est difficile de vivre 18 mois tous les jours, participer à autant de combats, vraiment au quotidien, dans la clandestinité, contre le régime franquiste, et puis voilà, il y a une fusillade de plus avec la police, un policier est tué dans cet affrontement, et deux camarades, deux Toulousains, on arrive à s'enfuir, et puis le Catalan. Ça reste une je sais pas, quand on a 20 ans, c'est une blessure terrible. C'est pas. On sait que quand on s'engage du côté de la Révolution, surtout nous qui avions été formés par ces vieux Espagnols, on savait qu'il y avait la génération d'avant avait été décimée au camp de la Botte, qui était le lieu où on exécutait à Barcelone, à San Andrés, et garrotté aussi. C'est-à-dire que notre camarade, on n'y a pas. Souvent, même aux maquis anarchistes, on leur laissait l'étiquette de politique. C'est-à-dire on les fusillait. Et à notre camarade, on a dit non, non, non. Le MIL, ce sont des bandoleros. Et donc, on l'exécute comme les bandits du 19e siècle, c'est-à-dire étranglés à un poteau. Voilà. C'était une forme aussi d'humiliation. Donc voilà, c'est bien qu'on soit prêt à mourir quand on prend des armes, à tuer, à mourir, ben ça fait quelque chose. Donc le deuil de l'innocence, c'est ça. C'est-à-dire que la lutte révolutionnaire, c'est pas des mots, c'est de la vie, c'est de la camaraderie, de la collectivité. C'est autre chose que connaître tous les principes. À l'époque, je ne connaissais pas tous les principes. Hein. J'étais anarchiste d'action, on pourrait dire maintenant. Et après, j'ai commencé à lire quand ils m'ont arrêté lors de la première fête. Donc j'ai étudié vraiment, j'ai lu les œuvres complètes, alors à foison. Hein. Cette dimension, on va dire, d'action, d'aventure, on pourrait dire, elle est présente dans la plupart des récits. Les incursions en Espagne sont déjà racontées, en fait, 2-3 ans avant la parution du deuxième tome des Mémoires, dans les Lettres à Jules. Sous le titre « Les voyages extraordinaires des enfants de l'extérieur ». Les enfants de l'extérieur sont ceux qui sont extérieurs à l'Espagne. Alors ce texte avait déjà paru sous le titre de Alès Dédain. Je crois que tu l'avais écrit pour le Delgado de Granada à l'occasion du 40e anniversaire Il y en avait un qui était originaire de Alès. De leur assassinat, voilà. Voilà, et qui ont été aussi garrottés. Qui ont été garrottés, qui eux étaient réellement innocents. Ils n'étaient pas innocents de s'être engagés, d'avoir choisi la voie du maquis. Mais ils étaient innocents des actions qui leur ont été mises sur le dos. Et voilà, c'est la génération précédente, les Granados. Et alors, pour justement essayer d'éviter que d'autres soient garrottés, à la fin 73, au retour, on va dire, de ces expéditions, de cette période barcelonaise et catalane, un certain nombre d'Espagnols, de Toulousains, de gens dans le sud de la France, mais aussi à Paris. Et à Perpignan.
Et dans le coin aussi, où il y a eu quelques actions, un certain nombre de personnes ont monté la coordination des GARI, les groupes d'action révolutionnaires internationalistes, dont le but premier est d'essayer de faire libérer ou d'obtenir des conditions de détention un peu plus dignes pour les camarades détenus en Espagne par le régime franquiste. C'est le propos du récit, troisième mémoire, de la courte saison des GARI, Toulouse 1974. On pourrait dire année 74, année explosive, tellement effectivement il y a eu de l'action cette année-là. Alors ça se lit véritablement comme un roman d'aventure assez rocambolesque, assez picaresque. Il y a eu quelques épisodes qui ont eu lieu ici. Je crois qu'un pylône a souffert du côté d'Île-sur-Tête. J'ai pensé en passant sous la ligne. Et également une voie ferrée du côté d'Elne, si je me souviens bien. Et c'est ce que raconte donc la courte saison des GARI. Mais je crois que c'est intéressant là aussi de le resituer dans le contexte pour savoir dans quelle histoire et dans quel rapport de force est-ce que les choses se situent à l'époque. Et l'histoire des GARI est assez méconnue. J'engage ceux qui peuvent se le procurer éventuellement, bon, d'une part à lire ce livre sur les GARI. Il en existe un ou deux autres récits. Nicolas Regla a fait un film qui s'appelle Gary, point d'exclamation, fils de Bernard Regla, qui donne, on va dire, certaines idées de ce qu'a pu être cet engagement. Et l'esprit, si je puis me permettre, assez rock'n'roll dans lequel les aventures se sont déroulées. Surtout pour nous. Pas trop pour Bernard, mais pour nous, oui. Et donc, l'histoire des GARI, c'est on sort de ce rendez-vous où on est attendu par la police parce qu'ils ont torturé des camarades. À Barcelone, à Barcelone, en septembre 73. Donc il y a une fusillade. Salvador est arrêté. Nous, on arrive à partir, à repasser la frontière au Céjac. Et on se retrouve à Toulouse. Il ne reste plus que 5 militants du MIL libres. Et il y a tous mes copains de lycée, ceux qui ont continué à Toulouse à nous aider, à louer des appartements. Et tout le monde se réunit et on dit qu'il va falloir sauver les prisonniers. Sauver les prisonniers qui risquent la peine de mort. Alors pour rappeler ce moment historique, c'est en 70, 71. Et ça va s'accélérer surtout au moment de la Révolution portugaise. La bourgeoisie européenne va guider le processus de transition en Espagne. Et elle est responsable, entre autres, parce qu'on dit toujours le régime franquiste est responsable de cette répression sanglante. Et il faut dire que les experts allemands et français ont joué un rôle considérable dans l'accélération de la politique du bunker, parce que leur vision est de dire on ne va rien lâcher, parce qu'il y a un mouvement insurrectionnel en Espagne, le mouvement des plateformes, le mouvement assembléiste. On ne va rien donner à ce mouvement, on ne va rien donner comme liberté. Donc, quand Franco va mourir, on va jouer une comédie, on va faire des chaises musicales, et on va continuer comme si rien ne s'était passé dans ce pays. Et d'ailleurs, aujourd'hui, aucun juge qui a participé à des tribunaux militaires, aucun tortionnaire, rien, aucun assassin n'est poursuivi et n'a été poursuivi. Et ils ont même continué leur carrière dans les administrations. Toute la police politique a été maintenue, il n'y a pas un policier qui a été même mis 2 mois en arrêt. Et des gens qui avaient tiré quand même sur des assemblées ouvrières comme à Vitoria, à Gasteiz. Donc au GARI, déjà au MIL, on avait commencé à penser, à voir ce qui se passait. Donc on avait décidé de frapper la dictature en Europe. C'est-à-dire de comprendre que les maîtres de la politique du bunker, c'était des Allemands et des Français, et que leur réunion avait l'opposition tout à fait tolérée par le franquisme,
se déroulait à Bruxelles. Donc on a dit, on va commencer, nous. Vous voyez comment c'est un peu des choses stratégiques et tactiques. On ne parle pas, faut-il utiliser la violence? Non, on l'utilisait. Donc on a commencé à frapper dans différents pays. Et on l'a fait à travers cette coordination des GARI, avec des Italiens, en Italie, avec des Suisses, avec des Allemands, avec des Belges. On a commencé à dire à la bourgeoisie européenne que ça ne se passerait pas sans casse. Voilà. Qu'on avait compris le jeu et que ça ne se passerait pas. Comme ils l'entendaient, c'est-à-dire en douceur. Voilà, et puis après, parce qu'on pensait, et parce qu'on avait vécu le procès de Burgos, qu'il était important d'avoir un otage. Et on a enlevé le directeur de la Banque de Bilbao. Voilà, qu'on a négocié contre la levée de peine de mort contre des militants du FRAP et d'autres militants du LIN. Bon, c'est très compliqué de vous remettre dans toute cette époque, mais bon. Comme tu l'as dit, Stéphane. Comme Stéphane l'a dit, il y a un excellent film qui est une version, comme moi je dis toujours, c'est pas une version historique. Je vous l'ai dit, je raconte ce groupe, toujours de lycéens, qui va perdurer dans l'action au-delà du Gary, parce qu'on a été en prison ensemble, et puis après, on est sorti et on a fait un groupe dont je ne préfère pas trop parler, qui s'appelle Ekin Sasucena en basque. Donc, qui a existé en France, voilà. Donc, plus précisément, parce que la France étant déjà complexe, dans la région parisienne. Entre le tome 2 et tome 3 de ces mémoires, tu vas sortir Paul les Épinettes et moi, en référence des livres qui étaient sortis à l'Insomniaque, je crois, au début des années 2000, Paul les Épinettes et la myxomatose panoptique, quelque chose comme ça, si je me souviens bien, pas très simple, comme titre. Et en fait, Paul les Épinettes et moi va raconter l'histoire d'une maladie qu'on va te déceler en prison, une maladie rare, il faut signaler. Non, ça c'est dans l'introduction. Ça, c'est dans l'introduction. Parce que dans le premier livre qui s'appelle Paul des Épinettes. Oui, dans le premier livre, moi je parle de celui-là, de l'édition chez c'était Agone. témoigné, la myxomatose, c'était l'expression qu'on employait quand quelqu'un commence à avoir les yeux rouges, qu'il se lève de plus en plus tard le matin. On dit il a chopé la myxomatose. La myxomatose, c'est cette dépression du prisonnier, et c'est une dégringolade. Il y a certains, tous les prisonniers, on est atteint de dépression, c'est normal, quand on vit ces conditions. On ne peut pas se réjouir tous les matins seulement. C'est le pied et tout. Non. Donc on est tous victimes de cette dépression chronique. Mais certains s'abandonnaient ils disaient à quoi bon résister, à quoi bon. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de prisonniers. Et finalement, on les retrouvait après leur passage à un hôpital psychiatrique. Souvent, ils ont été piqués. Moi, je veux témoigner à tous les petits jeunes qui vont rentrer en prison. Je veux leur expliquer ce qui se passe en prison. Je ne vais pas surtout les décourager de faire quelque chose, surtout pas. Mais qu'ils soient forts d'une expérience. Qu'ils soient forts d'une expérience et qu'ils arrêtent de penser qu'on ne sort pas vivant de prison. Certains se laissent mourir alors qu'il leur reste 18 mois à faire. Bon, je ne veux pas dire que c'est facile de faire 18 mois, hein, mais bon, vu ma carrière... je trouve que c'est absurde de se pendre au bout de 6 mois ou parce qu'il reste 2 ans à faire. Mais c'est vrai, c'est ce qui se passe. Il y a des petits jeunes qui se tuent parce qu'ils pensent que leur vie est finie. Ils ont 25 ans, 30 ans, et ils pensent que leur vie est finie parce qu'ils sont condamnés à 6 ans de prison. Et ils finissent accrochés à une ficelle.
qu'on appelle les yo-yo. Non, mais il faut être cru aussi, parce que la myxomatose, mais c'est... Dès que quelqu'un a le regard vide pendant une discussion, on est tous inquiets, parce que c'est notre reflet, l'autre prisonnier est notre reflet. Donc, si ça lui arrive à lui, ça peut m'arriver à moi. Donc, il faut être mobilisé contre la prison. Il y a beaucoup de gens qui disent bah, tiens, je vais prendre leur petit cachet là, le soir, c'est pareil, ça fait bien dormir. Ça fait bien dormir, sauf que ça destroy. T'as ceux qui préfèrent le pétard, ils survivent beaucoup plus. C'est un truc, ne croyez pas à la chimie moderne, pensez aux recettes anciennes, parce que ça sert. Mais non, c'est ça, moi j'ai passé 28 années de ma vie en prison. Et voilà, je pense que j'ai gardé une... Non, il y a certains trucs que j'ai complètement perdus, mais tu parlais de l'innocence, ouais, oui. Mais je sais que le système tue, ceux qui vous disent oh, regardez, c'est terroriste, ils tuent et tout ça. Bah alors là, je vous assure qu'un ministre de la Justice, le sang qu'il a sur les mains, et tout ça en costard. Tranquille, pas une tâche. Le système tue et puis il ne te lâche pas même une fois dehors. Tu en as effectivement fait l'expérience et tu continues de la faire. Tu sortiras en décembre 2007, Oui. après 20 ans passés à l'intérieur. Tu auras une espèce de régime de semi-liberté qui fera que tu travailles avec les éditions Agone. Pendant la journée, je dors au Beaumet. Voilà, et le week-end tu restes au Beaumet. J'avais dit dans une interview, je n'ai pas le droit de parler de ce que j'ai fait, mais si j'en parlais en mal, on me laisserait entièrement parler de ça. Et alors, la Cour de cassation a dit que parler d'une loi qui m'interdit de parler des affaires pour lesquelles j'étais condamné, c'était parler des affaires pour lesquelles j'ai été condamné. Bon, ils trouvent toujours des moyens. Hein. Là, ils ont trouvé à dire que contre ces fascistes de Daesh, j'avais dit que oui, ils avaient du courage. J'espère, parce que courage, lisez le petit Robert, vous verrez que courage, c'est aller à la mort. Aller à la mort. Bon, ben alors ils ont du courage. Ben là, la semaine dernière, on a demandé 2 ans contre moi. C'est-à-dire, je recommence à perpète. Hein, c'est parce que pour eux, c'est un petit timbre qui permet de dire si on arrive à te coincer sur cette affaire-là, tu recommences ton perpète. Comme quoi, quand on en a fait 28, ils pensent que c'est pas assez. D'ailleurs, c'est vrai. Regardez Georges Ibrahim Abdallah qui est à Lannemezan. Ben, Georges, 32 ans, bientôt 33, il est toujours là. Sous la pression des autorités américaines, il est toujours là. Cette histoire d'interview un peu piège qui paraîtra dans l'Express le 1er octobre 2008 fait que dès le lendemain, le régime de semi-liberté sera révoqué. Tu passeras, je crois, quelque chose comme 2 ans et demi de plus en prison. Tu es ressorti en mai Voilà. 2011. Ils m'ont fait une piqûre de rattrapage. Voilà. Et donc depuis, tu as continué ton travail chez Agone, travail à milieu éditorial. Et puis finalement, on voit bien à travers la poursuite actuelle pour apologie du terrorisme, qui effectivement risque de coûter 2 ans de ferme, c'est que ce que le procureur a requis il y a quelques jours, je crois que le verdict sera donné le 16 mai, d'ici 3 semaines. D'ici là, je voyage beaucoup. Un peu moins. Finalement, on se rend bien compte que tu n'es autorisé à parler de tes actes que si tu exprimes des regrets. Voilà. Et le thème de la repentance, c'est quelque chose qui va traverser toute ton œuvre, et ça fait déjà quand même assez longtemps de ça, on peut le lire bouquin après bouquin. Et ça a fini par être l'objet véritable et central de ton dernier ouvrage. Quand ils m'ont remis en prison, on m'a dit on ne peut pas laisser un militant à l'extérieur qui soit sans regret. Alors donc, j'ai tout de suite eu le titre. Le titre, je regrette. Bon, comme si ça se passe mal, j'ai le titre pour le suivant, qui s'appellera Apologie avec S entre parenthèses. Alors les regrets publiés ne sont pas forcément les regrets attendus. Voilà, exactement. Mais bon, c'est complètement con d'un ministre de dire
Un homme sans regret, parce que vous avez tous des regrets. Ça, c'est... Qui vit sans regret? Qui peut vivre sans regret? Alors, à ce propos, tu t'inspires, je crois, de ce qu'a pu dire un ancien militant italien, Mario Moretti, qui dit « Si une critique de ce passé doit être faite, qu'elle soit libre et entière et qu'elle s'effectue en dehors des salles d'audience. » Et tu rajoutes « Les salles d'audience et des confessionnaux, quand nous serons libres de parler de tout, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, je participerai à la critique du temps de la guérilla. » Est-ce que tu penses que ce temps-là adviendra? Non, je ne crois pas. Parce que le néolibéralisme, dans sa fascisation, rappelle le Reich d'Hitler, c'est-à-dire qu'il se pense là pour 1000 ans. Et que donc il a arrêté le temps. Il ne pardonne plus. Il n'y a plus, moi on l'a vu dans le procès de Carlos là. Il n'y a plus de comment ça s'appelle? Prescription. Maintenant, 40 ans après, on continue à juger, etc. etc. La prescription, ça a été surtout quand les fascistes ont fait des trucs en France. Par exemple, la prescription, c'est allé très vite après-guerre. Ah oui, les flics là, des RG qui ont dressé les listes des juifs, oui, prescrit. 3 ans, prescrit. Ceux qui ont fait la rafle du Veldiv, prescrit. Allez. Après, ça a été l'OS. L'OS, ça a été super. Alors eux, vraiment, c'était prescrit à tout va. Et il y avait un pouvoir régalien quand le pouvoir d'État l'État national avait encore une grande importance dans le système capitaliste. Il y avait le pouvoir régalien des présidents de faire des amnisties politiques. Dès qu'il y a eu le néolibéralisme, il n'y a plus d'amnistie politique, sauf pour eux. Parce qu'il faut rappeler que même celui-là qui va déguerpir, là, quand il est arrivé, il a renoncé devant l'émoi de toute... à amnistier les syndicalistes. Parce que soi-disant, ils avaient causé des trucs, des dégâts énormes. Quoi. On voit qu'ils ne veulent plus rien pardonner, qu'ils ne veulent plus rien finir avec quoi que ce soit. Ils veulent pousser leur avantage au maximum. Ils utilisent de plus en plus la violence. Il y a eu cet attentat contre un policier. Il y avait un gars des syndicats de police qui disait « Voilà, on a été salis ces derniers temps par la campagne pour Adama, la campagne de tout leur assassinat dans les banlieues. Et voilà, ils ont été salis. Vous vous rendez compte? Nombre de victimes qu'ils ont causées dans ce pays, ils sont salis. Bon, ils sont déjà... Ouais. Donc j'ai écrit ça, voilà. C'est vrai que c'est l'avantage d'écrire un livre comme ça, qui est super bien, j'adore cette collection. Ça fait un peu le type livre de grand-mère qu'on était au lycée, le Becherel, ça s'appelle. Ouais, Becherel. Vous savez, c'est sympa. Conjugaison des verbes. Et en plus, je peux faire je regrette 2. Je regrette 3. Quand cette collection noire, là, tu dis beaucoup de prison, c'est le témoignage. Là, c'est un livre intime et individuel. C'est le témoignage que j'avais tenu à écrire parce qu'on n'en parle jamais. On ne parle jamais de la sortie de prison pour les longues peines. Et voilà, j'ai tenu à faire ça parce que quand on prépare une évasion en prison, j'ai pensé parce qu'un jour je m'étais habillé, et j'étais sur mon lit et l'évasion devait se faire dans la matinée. J'étais tout habillé et j'ai eu c'était d'une violence. Je ne pouvais plus bouger, j'ai tremblé comme ça, je ne pouvais plus du tout bouger. Et j'ai pensé s'arracher de la prison. Et c'est vrai, c'est un arrachement intime. Quand on dit même, dans 2 heures, je vais être dehors, je vais rouler dans une voiture. Et on a passé beaucoup de temps en prison et on dit, bon, mais c'est d'une violence inouïe. Par l'évasion. Hein. Par l'évasion, je peux parler aussi de tentatives où il y a eu
ou quand on monte à l'assaut du mur, on voit un copain tomber de l'échelle parce qu'il a été abattu, parce que ça, c'est des expériences de violence. Et c'est très difficile de quitter la prison. Quand on y est resté longtemps, elle nous a habitués à vivre seuls, elle nous a habitués à avoir notre tête qui fonctionne en permanence, etc. etc. Elle nous, dans ce monde glauque qu'est le quotidien, parce que c'est de plus en plus glauque, hein, par rapport à ce qu'on a connu dans les années 60 et 70, là maintenant on est dans le glauque. Bon, ici c'est peut-être pas à Prades, hein, mais... Non, donc il m'a fallu 3 volumes. D'abord l'expérience avec le bracelet électronique. Vous savez ce que c'est pendant 25 ans d'essayer de sauter les murs, et puis tous les soirs on se retrouve à s'enfermer avec verrou. C'est nous-mêmes qui nous enfermons. Et de vivre avec un maton électronique dans la pièce, qui peut écouter tout ce qui se passe dans la pièce, qui des fois vous parle, où vous êtes, oui, c'est bon, ouais, je suis là, et, etc., etc. Donc si vous vous éloignez de 15 mètres autour de cette petite machine, il commence à vous appeler. Voilà, il ne faut pas aller au bout du jardin. Si vous voulez arroser les tomates, le dernier rang. Le tricard, c'est parce que il y avait une loi qui touchait les anciens relégués de Guyane quand ils rentraient en France, qui s'appelait la Grande Trique. La Grande Trique, c'était le signe de l'interdiction de séjour. Donc l'interdiction de séjour dans 38 départements français, dans toutes les grandes villes, etc., etc., où vous ne pouvez plus aller sans l'autorisation d'un juge d'application des peines. Je ne peux venir à Prades qu'avec l'autorisation d'un juge d'application des peines. C'est pour ça qu'il faut passer des matinées à remplir des papiers, des demandes, avoir un certificat d'hébergement, avoir que la personne qui m'héberge fasse une copie de sa carte d'identité, et que je transmets aux autorités. Voilà. 38 départements sur 97, non? On ne les a pas comptés. Voilà, donc je ne peux pas venir à Prades, je ne peux pas aller à Saint-Michel-de-Couchard sans l'autorisation d'un... Tu disais que tu avais eu quelques soucis à Saint-Michel-de-Couchard il y a quelques années. Oui, oui, avec d'ailleurs un camarade qui a été tué lors de l'évasion de Ségovie, Oriol Solé Soudaniès, qui était originaire de Cerdagne. Et voilà, un matin de mars 71, on a traversé un matin très tôt avec beaucoup de propagande dans les sacs à dos, dans le coffre, des armes, et on a été bloqué par 2 motards de la gendarmerie de Prades. Alors on est parti chacun de notre côté, on a tenu quelques heures dans la montagne, moi je suis arrivé jusqu'à Saint-Michel. Et les gendarmes étaient allés voir les moines de Saint-Michel en disant qu'il y avait des voleurs très dangereux qui étaient dans la zone. Et ils ont fini par dire qu'ils avaient vu une ombre, et voilà, et donc j'ai été volé. Mais c'était des gens très progressistes à l'époque, hein, les moines de Saint-Michel. Hein. Voilà, et ils se sont excusés après m'avoir vu avec des menottes dans la cour du monastère. Charité chrétienne. Voilà. Oui, je suis venu à Prades et je venais souvent parce qu'on passait en Cerdagne, on passait du côté d'Océja, Palau. Donc tous ces chemins qui étaient connus par les maquis et qu'on a suivis nous à notre tour.